Cette programmation, une formation animée par Pascal Perrin sur la validation des procédés pour le dispositif médical. C'est une session de 2 jours, les 12 et 13 mars 2020. Et je laisse la parole à Pascal pour qu'il vous présente son parcours et ses domaines d'expertise, qu'il vous présente aussi le pourquoi de cette formation, ses objectifs pédagogiques, et qu'il puisse également répondre aux questions que vous posez sur cette formation. Pascal, merci, je vous laisse la parole. Merci Eric. Bonjour à tous. Du coup, vous avez une slide suivante. Eric, vous voulez que... Alors, voilà, on peut revenir simplement. Donc, en quelques mots sur mon parcours, donc moi je suis ingénieur biochimiste de formation, j'ai fait l'INSA à Lyon. J'avais un parcours assez technique. Voilà, je suis rentré tout de suite après dans le secteur de la qualité, dans une petite start-up qui s'appelle Biomup. Voilà, j'ai passé en tout 14 ans dans l'industrie. Donc encore une fois, voilà, dans un environnement de start-up, je suis après allé dans un beaucoup plus grand groupe qui était le groupe Urgo. Voilà, donc en couvrant des dispositifs de classe 1 à 3, hein, assez variés, des implantables à base de produits d'origine animale, des produits, des lasers, des systèmes de laser, des systèmes de pansement évidemment chez Urgo. Dans ces expériences, j'ai toujours eu une double casquette, à la fois vraiment qualité, système qualité, et puis validation des procédés. Voilà, donc dans les premiers temps, notamment chez Biomup, j'avais vraiment un rôle très opérationnel. Par la suite, j'ai eu un rôle de manager d'équipe dans la validation, voilà, pour définir des stratégies de validation, etc. Et puis, je fais de la formation et du conseil sur ces domaines-là depuis 2016. Voilà. Alors, pourquoi on a choisi de monter cette formation et de l'orienter comme elle l'est? La validation des procédés est une exigence qui est assez ancienne, hein, qui a au moins 25 ans, mais qui est souvent soit mal connue, soit mal interprétée par les industriels du DM et qui pose encore aujourd'hui un certain nombre de soucis, notamment lors des audits ou des revues de dossiers, dans la façon dont a été abordée la thématique de validation. Donc l'objectif, c'était de répondre à cette problématique-là. L'objectif était aussi de créer un module qui soit justement vraiment orienté sur l'industrie du dispositif médical. La thématique de validation des procédés est générale, on la retrouve bien évidemment aussi dans le pharma, mais il y a une certaine spécificité pour le DM, donc l'objectif c'était de s'orienter vers ça. Et puis, alors ça c'est quelque chose que moi je porte dans toutes les formations que je dispense en validation ou autre, c'est vraiment d'être porté sur les problématiques de terrain, sur l'échange aussi, le partage d'expérience avec les stagiaires, de pouvoir vraiment, que ce ne soit pas une formation théorique, et de pouvoir vraiment échanger, discuter tout au long de la formation sur le sujet traité. Alors, les objectifs qu'on s'est fixés pour cette formation, le premier, et non des moindres, c'est de connaître évidemment les attentes, alors à la fois de l'ISO 13485, c'est-à-dire le marché européen, et du 21 CFR 820, le marché américain, sur la validation des procédés. Pour le coup, on a la chance que sur cet aspect particulier, vraiment les deux autorités convergent fortement. Donc voilà, on présente les attentes réglementaires sur la validation. De bien comprendre les interactions du processus de validation. Il ne commence pas le jour où on se dit tiens on va faire un dossier de validation et ne s'arrête pas le jour où on a fini et où on signe le rapport. Il y a des choses avant, pendant et après. C'est vraiment important qu'on comprenne dans quel contexte on va devoir travailler en validation. Un troisième objectif, c'est de pouvoir découvrir et apprendre à utiliser les principaux plans d'échantillonnage. Pourquoi on fait ce focus-là? Il y a des formations qui sont spécifiquement dédiées à la maîtrise statistique des procédés, mais pourquoi on fait ce focus-là? Aujourd'hui, on le retrouve de partout, et en particulier dans la thématique de validation des procédés. C'est vraiment intimement lié. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de passer un certain temps sur ce thème-là. Et puis l'objectif, c'est aussi de ressortir de la formation en sachant rédiger un dossier de validation, sachant quel type de document il faut établir pour programmer, pour planifier, pour exécuter sa validation. Merci Pascal. Alors, vous voulez qu'on passe sur le programme juste alors, voilà, programme
de la formation. Donc, du coup, par rapport à tous ces objectifs, il y a un premier pavé qui sont les fondamentaux, les différentes phases de validation, le plan directeur de validation, etc. Tout un tas de thématiques dont on entend régulièrement parler, de savoir qu'est-ce qui est dans chaque phase, qu'est-ce que ça contient. Ce chapitre, cette section de la formation, est basé pour la petite histoire, sur un guide qui a été publié il y a une vingtaine d'années, par un groupement qui s'appelle le GHTF, qui aujourd'hui fait référence en validation des procédés dans le DM. Donc c'est l'organisation de ces différentes phases de validation est vraiment calquée sur ce document-là. De la même façon, on regarde l'environnement industriel, donc qu'est-ce qu'il y a avant la R&D, comment on interagit avec la R&D, comment on interagit pendant la validation, par exemple avec des sous-traitants, pour faire aussi l'analyse de risque. Et puis en aval, la production, qu'est-ce qu'on va transmettre comme information à la production, voilà, comment on va pouvoir échanger le mieux possible avec eux. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais effectivement, il y a un chapitre sur les méthodes statistiques appliquées en validation. On regarde en particulier deux méthodes très largement utilisées et finalement de plus en plus attendues par les auditeurs, qui sont les plans d'échantillonnage par attribut, ce qu'on appelle la norme ISO 2859, et puis les calculs de capacité de procédé. Et puis, comme je le disais, une mise en pratique régulièrement au fil de la formation sur des cas concrets. Moi, je viens avec un certain nombre d'exercices, avec un certain nombre de cas. Après, ça peut tout aussi être des cas qui sont remontés par les stagiaires, voilà, ce qui permet encore une fois, d'animer le débat au cours de la formation avec les stagiaires. Merci Pascal. Alors, je propose aux participants de poser les questions. Je voudrais m'assurer qu'on vous entende bien. Alors, des questions? Je crois que les micros sont ouverts. Si vous voulez poser des questions, l'équipe de Surgivisio, par exemple. Oui. Oui, allô? Oui, on vous entend. Nous, on n'a pas de questions particulières. Voilà. D'accord. Alors, moi j'avais une question peut-être pour Pascal. Vous parlez de cas concrets. Dans cette formation de 2 jours, est-ce que vous pouvez nous dire la part consacrée à ces cas concrets? En fait, il y a 2 volets. Effectivement, donc, tout au long de la formation, il y a des anecdotes, il y a des moments d'échange avec les participants pour vraiment voilà, qu'on s'enferme pas dans une approche théorique de plusieurs heures. Et ce que j'essaye de faire, c'est de planifier au moins une séance de travail par groupe, par demi-journée de formation. Donc ça peut être par exemple 1 heure de travail sur la construction de l'analyse de risque, sur la rédaction du programme de validation ou sur le choix des worst case par exemple, qui est une thématique qui revient assez régulièrement. Donc il y a au moins 4, voilà, sur les 2 jours de formation, au moins 4 sessions de travail en groupe pour que les gens puissent mettre en pratique. Très bien, très intéressant. Ça, c'est effectivement le point fort des formations FISDM. Je suis content que cette formation, effectivement, donne l'occasion aux participants de mettre en application. Vous parliez aussi de la spécificité de ces formations par rapport aux problématiques du dispositif médical. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que cette formation a effectivement de spécifique et de dédié au dispositif médical? Oui, alors effectivement, moi c'est quelque chose que j'ai vécu dans certaines de mes expériences où j'avais des gens qui avaient une culture forte du pharma, donc qui connaissaient parfaitement ce domaine de la validation des procédés. Le point est qu'il y a un certain nombre de particularités qu'on retrouve encore une fois dans le fameux guide du GHTF. Alors pourquoi j'utilise ce guide-là, c'est que c'est notamment celui sur lequel a été basée la norme de validation d'emballage pour les produits stériles, qui est un sujet, pour tous les gens qui font des produits stériles, c'est un sujet qui revient systématiquement en audit.
qui n'est jamais mis de côté. Et par exemple, dans ce cadre-là, il y a une étape qui consiste à déterminer les limites de procédés, qui est souvent négligée par les industriels et qui pose beaucoup de problèmes, puisque vous avez en face des gens qui font ça, pour certains d'entre eux, depuis 30 ans, qui sont vraiment des spécialistes de la validation, les auditeurs, notamment certains auditeurs du GEMED, et qui du coup cherchent voilà, à la lettre à retrouver leur petit sur cette thématique-là et qui la retrouvent rarement, ce qui fait l'objet de pas mal de débats. Donc je voulais vraiment qu'on soit orienté sur ce guide-là. Dans le même esprit, on vous propose en validation du DM de vraiment choisir, de sélectionner les procédés que vous allez valider ou pas valider. Vous avez cette optique-là. Ça s'appelait à l'époque les procédés spéciaux. Voilà, ça n'existe plus cette logique, mais on garde quand même le fait de pouvoir ou pas valider des procédés. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui nécessite d'avoir une approche en découpant, en caractérisant bien son procédé pour pouvoir choisir ce qu'on va valider ou pas et trouver les bons arguments. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'on met en œuvre au cours de la formation. Voilà, on présente plusieurs méthodologies pour faire ça. Je laisse les stagiaires essayer sur, par exemple, des procédés qu'ils ont eux-mêmes en charge ou qu'ils pourraient avoir en charge pour qu'ils apprennent à détailler un petit peu leur approche et à pouvoir choisir les procédés qu'ils vont devoir valider.